Jesse, we got special work to do here, you and me. You've got the body. I've got the brain. This is Sparta! Bonjour et bienvenue au podcast Premier Vision. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Hasta la vista, baby. Re-bienvenue sur la rue Elm. Aujourd'hui, nous parlons de Les Griffes de la Nuit 2, La Revanche de Freddy, sorti en 1985 et réalisé par Jack Sholder, avec Mark Patton, Kim Myers, Robert Russler, Clu Gallagher, Hope Lange et Robert Englund. Je suis Mathieu et nous avons un petit travail à faire, vous et moi ensemble. Vous avez le corps et moi j'ai le podcast. Alors, bienvenue dans cette rétrospective que Premier Visionnement fait dans les slashers Jason et Freddy. On est rendu au 7e épisode qu'on fait. On a fait, dans le fond, les vendredis 13 là, de 1 à 5, puis on a fait le premier Griffes de la Nuit, puis là, ben, c'est ça, on fait le deuxième aujourd'hui. Toute la rétrospective est faite chronologiquement pour une raison de, comme un peu, s'en remettre dans le temps, un peu, juste pour pouvoir replacer où ce qu'on était, puis, tu sais, en écoutant chaque film, un peu, qui se tire la balle, si on veut, comme pour montrer un peu qui est le meilleur de l'autre. Tu sais, puis c'est sûr qu'aujourd'hui, on est encore un peu au début, mais on commence un peu à avoir des idées là, où quel est le meilleur slasher. C'est sûr que la série de Vendredi 13, là, ça faisait quand même 4-5 ans qu'elle existait. Puis là, on est juste à la deuxième année là, pour le personnage de Freddy. Mais on est rendu au centre des années 80. On est dans l'ère où les films d'horreur vont avoir une remontée. On est juste un petit peu avant où ça va virer un peu plus en comédie. Ça va aller plus l'année suivante, là, en 86, où on va parler plus là, de la comédie qui va vraiment être entrée là, dans le genre. Ça va aller plus dans les prochains podcasts quand on va parler des prochains films là, sur les deux franchises. Mais on est encore jeune dans les franchises. Puis si on veut, on se prend encore un peu au sérieux. Juste avant d'embarquer dans le film proprement, ben, juste si vous voulez entendre qu'est-ce que j'ai dit là, sur les derniers films, ben, rendez-vous sur premiervisionnement.com où vous allez pouvoir voir la rétrospective où ce qu'on en est rendu avec les 5 premiers films de Vendredi 13 et le premier film là, de Les Griffes de la Nuit. En même temps, ben, il y a d'autres films d'horreur aussi que j'ai fait. Si c'est votre genre que vous aimez, ben, j'ai couvert tous les films à présent pour les films là, de décadence. En attendant le nouveau film qui va sortir pour l'instant l'année prochaine, ben, en tout cas, tous les films de décadence présents sont déjà faits. Ou il y a la série de Halloween que j'ai couvert là, vraiment au début du podcast. Tous ces films-là ont été faits. Ou il y a même le film Us, Nous, en version française, que j'ai fait avec Christophe Lassens du podcast Fantastica. Vous pouvez tout trouver ça sur premiervisionnement.com. Ou si, mettons, ben, vous voulez encore d'autres films dans les années 80, ben, il y a la série des Rambo, les films de Terminator. Puis plusieurs autres là, ben, juste aller voir sur premiervisionnement.com, puis vous allez pouvoir voir d'autres franchises que j'ai couvertes. Alors, suite au succès du premier film, Les Griffes de la Nuit, tu sais, dans le fond, le directeur là, de New Line, Robert Shea, ben, lui, dans le fond, quand il a fait le premier film, quand il a produit le premier film, ben, tu sais, il avait comme mis un peu son argent un peu partout pour essayer de faire le film, mais même le film avait fait quand même de l'argent, puis en bout de ligne, tout l'argent qu'il devait recevoir de ce film-là, ben, il a dû quand même la repartir ailleurs. Fait en bout de ligne, tu sais, la compagnie New Line n'était pas plus riche par la suite, sauf qu'il y avait quand même un potentiel avec le film de Les Griffes de la Nuit de faire une franchise. On avait fini le film juste avec une idée que Freddy pouvait toujours exister par la suite.
Mais même à mon avis, on n'avait pas besoin de la fin qu'on avait dans le premier film pour faire une suite. Même avec l'histoire d'aujourd'hui, on peut quand même continuer pareil en faisant une suite. Là, c'est pas à cause de la fin du premier film. Mais en tout cas, on manquait encore un peu de fond pour faire une suite. Alors, pendant que la propriété était encore bien chaude, on s'est dépêché quand même écrire un script, puis on a dit, bon, ben c'est ça qu'on filme tout de suite. On se dépêche, on profite du succès du premier film. Wes Craven, lui, il était pas vraiment intéressé à faire la suite. À partir de là, lui, son idée, c'était d'avoir un film, puis on passe à autre chose. Mais même là, on regarde vraiment la manière que le deuxième film est construit. Ben, on a essayé de vraiment prendre tout du nouveau personnel pour faire le film. On n'a même pas demandé à Nancy Thompson, là, ou plutôt Heather Langenkamp, de revenir pour Nancy Thompson. On a mis des nouveaux personnages à l'avant-plan. On a comme focusé l'idée de mettre la maison comme la maison hantée, si on veut. Puis on peut faire toutes des histoires à chaque film, puis on a des nouveaux propriétaires de la maison. T'sais, on peut utiliser ça comme idée de base. Mais quand ils ont pris cette idée-là, ben, ils se sont dit que Freddy, c'est pas grave, on peut mettre quelqu'un qui est n'importe qui dedans. Un peu comme qu'on faisait pour Michael Myers, on mettait un cascadeur dans le costume puis le masque. Puis dans le fond, on se disait, c'est pas grave, c'est juste un monstre avec un masque, puis peu importe qui est dedans. On avait engagé quelqu'un pour faire le rôle de Freddy. On a fait une scène avec, en tout cas, à ce que je sache, c'est juste une scène, puis ça a vraiment pas marché. On va en parler tantôt dans le film. Cette scène-là existe encore. Puis ça n'a pas été long, parce qu'on s'est dit, ben regarde, il faut vraiment ramener Robert Englund. Il y a des choses qu'on peut changer avec les personnages, les acteurs, tout ça. Mais sauf que la constante dans la série, c'est pas la maison, c'est Robert Englund, c'est le personnage de Freddy. Lui, il parle, il y a un personnage, il n'y a pas un masque, c'est pas vu comme un personnage comme Jason. Il faut qu'on ait un acteur qui fasse le rôle. Fait qu'on est allé rechercher Robert Englund. Robert Englund, au début, ben, son manager, ben, lui, il cherchait à avoir plus d'argent. Avec raison, dans le fond, c'est ce qui est la franchise, puis c'est là où qu'on va mettre l'emphase, là, surtout à partir du prochain film, là, mais lui, il commençait à comprendre vraiment qu'est-ce qui était le personnage de Freddy Krueger. Puis ça va être quand même essentiel au film d'aujourd'hui. Pour les autres acteurs, ben, on avait Mark Payton qui avait fait quelques apparitions dans quelques épisodes à la télé. Il n'y avait pas vraiment de carrière à l'époque. Bon, pas qu'il a fait grand-chose par la suite, mais en tout cas. On a aussi Kim Myers qui débutait aussi, qu'elle avait plutôt été prise pour ses ressemblances à Meryl Streep. Et le réalisateur, ben, puisqu'on Wes Craven ne revenait pas, on a quand même essayé de chercher quelqu'un assez rapide, mais dans la compagnie New Line, ben, on avait quelqu'un qui avait fait déjà un film pour la New Line, Alone in the Dark, mais aussi le réalisateur Jack Salter, ben lui, c'est lui qui coupait beaucoup de les bandes annonces pour la télé. Fait que c'est comme ça là, qu'on a décidé que c'était lui qu'on lui donnait la chance là, de faire son film. Le film d'aujourd'hui va avoir comme un peu une analogie sur l'homosexualité. C'est quand même assez documenté. Ce film-là a comme vraiment là, des analogies ou des parallèles avec l'homosexualité. Il y a même l'acteur principal, Mark Payton, que lui, il était homosexuel, puis toute la manière que le script est fait, toute sa relation avec Lisa et même Grady, ben tu sais, on peut comme tout lire chaque ligne à double sens. Le réalisateur va dire que quelque part, il était pas vraiment au courant de toutes ces choses-là, mais la manière que le film va nous le rapporter, ben on peut vraiment regarder le film à deux sens. Moi personnellement, la première fois que j'ai vu ce film-là, ben, ça devait être dans ces eaux-là en 86-87 que je l'ai vu à la télé.
Mais honnêtement, je voyais pas ça. J'étais un petit peu pas mal aveugle à cette idée-là, mais il y a plusieurs références qu'on peut faire. On a Jesse qui va souvent dire quelque chose comme il est à l'intérieur de moi, il veut sortir, comme que dans le fond son homosexualité veut sortir. Il y a beaucoup d'affaires de même. On va jouer avec tout pendant le film. Pour le restant du film, on va essayer quand même de faire quelque chose de différent du premier film. La mythologie de Freddy Krueger n'était pas établie tout à fait. Dans le fond, c'est quelque chose qui va plus venir là, dans le film suivant. On avait un personnage là, qui était dans les rêves, puis qui tuait dans les rêves, mais la manière que le premier film était conçu, ben lui, c'était simplement un rêve. Aujourd'hui, on va rajouter quelque chose là-dedans qui est plus qui peut sortir de là ou qui va prendre le contrôle de quelqu'un puis pouvoir tuer à sa place. Bon, ok, tantôt j'ai dit c'est peut-être de l'homosexualité, mais on peut quand même regarder ça aussi que dans Jesse, ben, c'est un envie qui est dans lui ou quelque chose de même. T'sais. On peut quand même toujours regarder ça un peu dans tous les sens. Le réalisateur, lui, il va arriver puis il va dire qu'il n'était pas un grand fan du premier film, mais il comprend quand même que pourquoi que le film a fonctionné. Alors lui, ça lui donne quand même l'idée ça lui dérange pas, dans le fond, là, de vraiment pas suivre la formule que Wes Craven a établie. Honnêtement, moi, quand je pense à ça, c'est sûr que je me dis, à quelque part, tu peux pas faire ça, à quelque part, puis je déteste quand j'ai un réalisateur qui est en train de dire que le film avant est de la bullshit, que ce soit n'importe qui, que ce soit un réalisateur qui a fait le premier film, puis qu'après ça, il revient au 5e film, puis qui dit les 3 films entre le 1 puis le 5... j'en ai rien à foutre, moi j'en reviens puis tout ça, puis ça c'est toujours des choses qui me gossent beaucoup. J'ai absolument rien dans que je suis pas en train de viser aucun réalisateur particulier, mais dans la franchise, dans plusieurs franchises que j'ai déjà parlé, ben il y a bien des choses que j'ai déjà dit dans des idées de même. Mais quand même, ça va donner une perspective tout de suite nouvelle au film. Où est-ce qu'on va pouvoir comme construire un peu sur le premier film en essayant de faire quelque chose de nouveau, puis sans trop copier le premier film. Je vais en parler là, pendant qu'on va parler du scénario. Il y a des affaires qui vont peut-être pas marcher, surtout vers la fin, après un bout. Là, ils vont avoir construit toute une histoire puis qui va quand même marcher avec le premier film là, mais la manière que l'histoire du film présent en ce moment, ben, quand on essaie de faire coller les morceaux à la fin, ben, c'est là où ça va un petit peu mal marcher, mais il faut pas oublier que le film a été fait quand même il a été écrit assez rapide, puis il n'y a pas vraiment de réécriture au film, puis on a vraiment là, poussé l'idée assez rapide là, de faire une suite puis juste faire de l'argent sur le premier film, sachant que normalement une suite fait moins d'argent que le premier film. C'est ce qui s'attendait dans le fond. Ben, on a parlé un peu plus tard ou peut-être plus au prochain podcast là, de les retombées du film d'aujourd'hui, mais avec cette idée-là en tête, on se dit dépêchons-nous à faire une suite, un numéro 2, puis on va pouvoir tout de suite encaisser l'argent puis travailler sur autre chose. Si mettons on fait assez d'argent pour sur ce film là, peut-être qu'on fera un 3e puis ça sera une vache à lait, ben tant mieux, mais sinon ben, on va pouvoir finalement faire de l'argent sur le produit et non faire comme dans le premier film, puis avec l'argent qu'on a fait du premier film, payer les dettes. Alors, le film commence, on est dans le rêve à Jesse. Juste avant de commencer à parler du film, dans le fond, je vais parler de la trame sonore tout de suite. Dans le fond, c'est ça qu'on entend en entrant. Ça se passe tout comme pendant le générique, là, puis pendant qu'on a le voyage d'autobus, puis qu'on voit le générique. On peut voir pendant ce temps-là qu'il y a l'autobus qui est conduit là, par Robert Englund. C'est mettons,
on ne sait pas tout à fait qui est Robert Englund. On s'en rend pas compte. Puis honnêtement, moi, quand j'ai vu le film là, pendant plusieurs années, je m'étais même pas rendu compte que c'était Robert Englund qui conduisait l'autobus. Parce que moi, je l'ai juste vu à la télé normale, là, super écran, mettons, quand j'étais jeune. Fait que c'est sûr que avec le petit écran, puis voir quelqu'un de loin, se rendre compte que c'est l'acteur qui fait Freddy Krueger, je m'en rends pas compte. Mais c'est ça, on a la trame sonore qui joue pendant toute cette scène-là. Je dirais que ok, c'est pas on n'entend pas le thème qui a été écrit par Charles Bernstein. Je trouve ça quand même dommage quelque part qu'on n'a pas ramené la tune thème. Ça sonne comme pareil tout le long. On dirait que c'est sur le point de commencer la tune. Qui a été écrite pour le premier film. On dirait qu'on est tout le temps sur le point de l'entendre, mais juste avant qu'elle commence, la scène a fini ou quelque chose de même, où on en rembarque là, dans la loupe ou quelque chose de même. Il n'y a pas de thème défini tout le long du film, mais tout le long du film, j'ai vraiment aucun problème avec la musique par contre. Je trouve qu'elle est très ambiante, tout reste quand même dans son ensemble, ça reste tout le temps quelque chose qui est le fun d'entendre. Qui est le fun d'entendre. En tout cas, je veux dire, au moins pour question d'ambiance, tout le temps, ça me débarque pas comme que dans le premier film. La musique de Charles Bernstein, quand c'était la tune thème qui embarquait, puis à certains moments clés, l'atmosphère était correcte, mais les poursuites de Freddy, puis les cauchemars, tout ça, là, c'était vraiment là, chaotique là, comme musique. Là. Je veux dire, ça me débarquait totalement. Je trouve que cette musique-là ne fitait pas vraiment là, dans le premier film. Quelque chose qu'on va avoir corrigé dans le film d'aujourd'hui, mais à l'inverse, chose qu'on aurait dû ramener du premier film, c'est la tune thème, qu'il aurait dû avoir sa place. Puis dans toute la trame là, du deuxième film, on ne l'entend pas du tout. Puis je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans là, qui est perdu, juste le fait là, de ne pas avoir la tune thème. Mais tu sais, si mettons on regarde quand même pour les temps, c'est souvent ça comme que ça fonctionnait, ou même des fois encore aujourd'hui, des fois on a un auteur pour un certain film, puis on a une suite, on dompe tous les thèmes musicaux qu'on avait dans le premier film. L'auteur qui continue, lui, il apporte ses thèmes à lui, puis on laisse faire les thèmes du premier film. Ça se fait moins aujourd'hui, mais à l'époque, on voyait ça assez souvent. Là. C'était pas quelque chose de bien différent. Quelque chose que quand même que j'avais remarqué, même là, de la hauteur là, de mes 6 ans, mettons, j'étais quand même capable de me dire, c'est plate qu'on transpose pas les thèmes, qu'il y ait un nouveau souffle dedans, mais qu'on les ramène pas, j'ai toujours trouvé ça dommage. Mais sur le film présent aujourd'hui, je peux pas dire que je me suis vraiment rendu compte, parce que ça ressemble, l'ambiance est tellement similaire que je suis quand même capable de pas y penser. Mais quand après ça on arrive et on finit le film, on se dit la tune thème de Freddy, elle manquait quand même au film. Fait que l'autobus, le rêve se poursuit, l'autobus ça se vide tranquillement, puis c'est là un peu qu'on se rend compte qu'il reste Jessie puis 2 filles dans l'autobus, puis que étrangement, tout va bien jusqu'à temps qu'il y ait une des filles qui dit hey, le chauffeur, t'es passé devant mon arrêt, puis que là, finalement, l'autobus accélère, puis que là, finalement, elle rentre dans le champ. Puis là, on s'en va dans le désert. Puis en tout cas, je tout vire carrément là, le ton inverse de qu'est-ce qu'on avait au début. Tout avait l'air à bien aller dans l'autobus. Puis là, tout d'un coup, on sent que nos personnages sont en danger. L'autobus, elle arrête, puis là, il y a tout l'écroulement autour de l'autobus. Honnêtement, je trouve que pour le temps, on pourrait dire n'importe quoi, mais j'aurais pas grand-chose à dire sur tout le film, là, sur les effets visuels. Oui, il y a quelques effets un peu plus tard, là, je vais en parler, mais en général, tous les effets visuels sont quand même assez bien réussis, à commencer par l'autobus qui est sur... qui, au début, est comme sur 2 piliers, puis finalement, il y a un pilier qui lâche là, parce que l'autobus, ça bascule. Je trouve que l'idée est quand même assez bien placée. Tu sais, quand il pense, pareil, il y a quand même
Freddy qui est d'un bout avec son gant, avec ses lames dessus. Puis, je veux dire, n'importe qui arrive à s'approcher, ben, en plus que l'autobus est pas balancé, fait que tout le monde, ils peuvent perdre le pied. Puis là, t'en as un avec 4 couteaux dans les mains. OK, ça peut mal virer. Alors, en plus de pas pouvoir sortir par la porte arrière de l'autobus, ils peuvent quasiment pas reculer plus parce que c'est la fin de l'autobus. Puis Freddy approche. Fait que exactement le scénario de sortie quelque part, il y en a pas. Je veux dire, c'est quelque chose qui est quand même troublant. Puis commencer le film avec cette idée-là, cette idée d'horreur-là, ben, c'est quand même vraiment génial, je trouve. Je trouve que c'est quand même épeurant comme idée. Est-ce que les deux filles étaient des personnages, des personnes qui allaient à l'école avec Jessie? On n'en fera pas mention. Peut-être que ça, c'est quelque chose qu'il aurait été bon de savoir. Parce qu'il n'y aura vraiment pas beaucoup de meurtres là, dans le film. C'est quelque chose qu'on n'en remarquera pas vraiment, peut-être, parce qu'on est toujours quand même un peu dans l'ambiance horreur. Puis il y a beaucoup d'affaires qui se passent quand même. Mais quand on regarde le bilan du film, on va avoir juste 2 morts. Peut-être qu'au moins d'avoir peut-être rajouté dans le fond qu'il y avait les 2 filles qui se sont fait assassiner. Puis qui pourrait peut-être jouer dans la tête à Jessie un peu plus tard dans le film. Tout ça est comme rayé là, de l'idée. Mais peut-être aussi pourquoi je pense à ça, c'est qu'il y a une des 2 filles qui aussitôt que Freddy se lève, elle va dire « Hey, c'est lui ». C'est ça qu'elle va dire quelque part. Fait que je ne sais pas dans quel sens que c'est apporté par contre. C'est lui qui a créé ça, ou c'est lui, c'est Freddy, c'est l'homme du rêve, c'est le meurtrier ou quelque chose de même. T'sais. Fait que on peut prendre ça un peu dans tous les sens, mais je trouve que comme tout le départ avec le générique, je trouve que la mise en scène puis tout ce qu'on a à voir, là, je trouve que le film commence là, vraiment quand même assez fort. Alors, après ça, ben, on se ramasse au matin familial là, chez la maison, la famille à Jessie. C'est là qu'on se rend compte que c'était un rêve, puis que Jessie, ben, il devient comme la femme en détresse dans le film d'aujourd'hui. On est une suite, on essaie des fois d'inverser des choses. Même si on essaie pas trop de copier le premier film, ben, on a essayé comme un peu de changer l'idée qu'à place de mettre une fille à l'avant-plan dans le premier film, ben, on fait un deuxième film, puis on décide qu'on met un gars pour remplacer la fille du premier film. C'est un peu juste des switches qu'on fait normalement là, quand on fait une suite, on essaie juste d'inverser les rôles. Puis ça commence avec Jessie qui crie au meurtre dans son lit. Ça a l'air que ça fait une couple de fois qu'il se réveille de même, d'après ce qu'on peut comprendre. Faut comprendre aussi que la famille, il y a un père qui est un petit peu exigeant, ou en tout cas, il est très macho un peu. Mais ça va pas sans dire que c'est une famille qui est pas normale. Je veux dire, le père va quand même se révéler de plus un genre de trou de cul à quelque part, je veux dire, peut-être qu'il pense un petit peu trop croche, ou ben pas croche, mais c'est pas nécessairement là, à 100% un bon monsieur ou quelque chose de même, il y a ses philosophies, tout ça, mais à quelque part, c'est un petit peu une ancienne mentalité, ou ce que je veux arriver à en dire, à quelque part, c'est fais un homme de toi-même à quelque part, puis c'est un peu sa mentalité qu'il va avoir tout le long du film, tandis que il peut pas comprendre que Jessie a plus des problèmes à intérieur. Puis c'est ça qu'il faut voir un peu. Puis que même, comme j'ai dit, que le père, peut-être que d'un côté, il est un peu trop de cul, mais quelque part, il est comme pas capable. Tu sais, il est pas. C'est pas qu'il aime pas son garçon, mais quelque part, tu sais, c'est ça. Tu sais, il espère juste d'autres choses, tout ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment un peu une ligne ou une zone grise qui est dans ce personnage-là. T'sais, on n'espère pas qu'il meure, mais quelque part, on le trouve un petit peu con à certains endroits dans le film. On est introduit aussi à sa mère, qu'elle va plus être compréhensive un peu aux côtés de Jessie, mais quelque part aussi est dans le néant de comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis il y a aussi sa sœur en bout de ligne, qui ne sert pas à grand-chose. Puis bien sûr, ben c'est là aussi qu'on a l'introduction à Lisa. Tout ça un petit peu, ça vient un peu mélangeant quelque part, parce que
tu sais, dans le rêve, on voyait que Jesse est en autobus. C'est sûr que ça reste un rêve. Mais Jesse, il a une auto pour se rendre à l'école. Puis que, tu sais, on va avoir un peu un parallèle avec l'autobus à la fin du film. Puis tout le long du film, pour savoir que c'est pas un rêve, dans le fond, on a Jesse qui a sa voiture. Il y a un. Tu sais, je sais pas exactement où ce qu'ils veulent en venir. Parce que je me dis, si mettons, la voiture, elle peut. Il n'y a pas besoin de clé pour la démarrer, puis tu sais, je veux dire, c'est OK, c'est une vieille voiture, puis que personne ne voudrait la voler, là, selon ce que Jesse dit. Mais à quelque part, je pense que ça aurait dû revenir à quelque part d'une certaine forme. Tu sais, tu mets pas genre ce détail-là dans un film. Puis qu'il n'y a pas comme de suite à cette idée-là. Tu sais, je le sais pas, là, mais il manque quelque chose dans cette idée-là. Tu sais, que Lisa, elle peut peut-être partir avec son char ou quelque chose de même. Peut-être que c'est ça qui se passe à la fin. Honnêtement, je suis en train de passer ça, en train de le dire, mais même là, même si Lisa apprend la voiture à Jesse à la fin du film, je veux dire, c'est pas une question là, que elle aurait pu prendre ses clés pareil ou avoir un double, il aurait pu lui donner un double, n'importe quoi. Là, c'est tellement un détail, puis que juste de le mettre à l'avant-plan pour là, c'est peut-être pour montrer quand même qu'il y a un peu du dialogue qui se passe entre les deux personnages, parce que la scène après, on va avoir l'introduction de Grady, puis ça va comme devenir le grand chum à Jesse tout le long du film. Fait que il va y avoir quand même autant de dialogue avec Grady qu'avec Lisa. Fait que tu sais, je veux dire, à quelque part, il faut quand même établir qu'il y a une relation avec Lisa. Puis dans la suite, dans la scène qui suit, ben la relation avec Lisa elle démarre. Ce qu'elle va aller plus loin, on ne sait pas tout à fait. On va avoir les amis de Lisa qui vont lui demander bon ben tu sais, je veux dire, couchez-vous ensemble, faites-vous quelque chose. Puis même il y a Grady à quelque part que il va comme partir sur un côté qui va écœurer Jesse, je comprends pas tout à fait. Puis après ça, ben, il va comme devenir chum avec. Mais dans le fond, ils vont comme se pogner. Là, puis on va avoir l'introduction aussi du coach Schneider. Puis ils vont faire des push-ups. Puis là, ben, Grady va comme arriver. Il me dit voyons, tu couches-tu avec? C'est comme, c'est un peu l'idée là, du thème d'homosexualité que je parlais. C'est comme, il pose quasiment comme s'il est fâché ou quelque chose de même. Il veut savoir exactement. Il était vraiment intrigué quelque part. Puis là, c'est là qu'il faut comprendre que Grady, je veux dire, il veut quand même. Il pose ça comme question de même. Mais la manière que c'est apporté, c'est quand même assez étrange. Mais c'est ça, à quelque part, il faut comprendre aussi de l'autre côté qu'ils n'ont pas encore couché ensemble. Le coach Schneider, lui, c'est comme une drôle d'affaire, à quelque part. Je veux dire, on dirait que c'est de un, le seul prof qu'il y a dans cette école-là. Puis que, quelque part, il est comme tout le temps présent. Je veux dire, t'es plus à l'école, puis lui, il a le droit de te dire tu rentres pas à la maison, tu restes ici, puis tu fais des push-ups, tu viens courir dans le gymnase, ton derrière, il m'appartient. Jusqu'à temps que Dave finit secondaire, il donne comme un peu une impression d'armée. Je sais pas trop quoi exactement, mais je sais pas, c'est dans l'écriture à quelque part, je veux dire, ça a comme pas de bon sens. Je pourrais dire que quand j'avais 6 ans, à quelque part, j'étais là, comme je me disais, j'avais quasiment peur du secondaire à cause des personnages de même, que tu dis, il y a quelqu'un qui peut arriver puis quasiment te contrôler en te disant, fais ça. Puis une fois que tu arrives au secondaire, tu te dis, ben, je veux dire, ça marche pas de même, là. Tu peux pas. Les profs ont certaines limites, là, mais commencer à te bousculer de même, ça marche pas de même. Puis oui, il y a des profs du secondaire qui sont très cons, puis qui sont dans ce genre de frame-là, dans ce style-là un peu, qui sont un peu abusifs. Mais je veux dire, d'aller vraiment là, qui sont vraiment là, comme un commandant de l'armée, là, je veux dire, ça marche pas de même. Alors, ça m'amène à. Est-ce que ce film-là est visé à des gens de 6 ans qui pouvaient écouter le film puis juste comprendre un peu les personnages, ou quelqu'un qui est en adolescence puis qui peut se rendre compte que, je veux dire, ça n'a pas de maudit bon sens, qu'est-ce qui se passe à l'écran. Moi, tout ce que je peux dire à ça, c'est que j'avais 6 ans, ben je le voyais d'un sens, puis en tant que personne de 40 ans, ben je le vois d'un autre sens carrément. Fait que je trouve ça quand même tout le temps intéressant de voir quelque chose, de pouvoir voir comme les deux sens puis comprendre les deux sens, de voir le film. Mais ultimement, je vais arriver avec la conclusion que
le film avait besoin là, d'avoir un script un peu plus poli, puis qu'il y ait un peu là, du sens, qu'on ait rajouté un autre personnage, que je sais pas, qui sont dans une école militaire, quelque chose de même, je sais pas, tu sais, il aurait pu faire quelque chose de même, tu sais, c'est juste une ligne, quelque chose de même, mais tu sais, ultimement, ben tu sais, on est contraint un peu avec nos personnages qu'on a, puis tu sais, il manque de budget quelque part aussi, là, tu sais, puis c'est des petites choses de même, là, qu'on peut se rendre compte assez rapide, là, qu'on a tout le temps les mêmes personnages. On a le coach, on a Lisa, Jesse et Grady. Puis c'est ça, en gros, là, comme personnage, là, on a les familles, puis mais on joue juste avec vraiment ces personnages-là qui sont centrales au film, puis Robert Englund, bien sûr. Alors après que Grady et Jesse soient forcés à faire des push-ups, ben, ils se remontent un casier, puis c'est là qu'on sait un peu, dans le fond, que le premier film a eu lieu, c'est quelque chose qui s'est passé, mais que c'était pas un rêve. Tu sais, que vraiment les personnes sont vraiment mortes. Tu sais, on change un peu la formule du premier film. C'était pas un rêve ultimement. C'est le scénario du premier film. On est peut-être une extension du rêve du premier film, si on regarde ça quelque part. Peut-être que le premier film est un rêve de Jesse, qui sait, à quelque part. C'est peut-être ça aussi. En tout cas, je veux dire, ça sera pas ça à la fin, là, mais tu sais, je suis en train de juste me dire que c'est un autre royaume, à quelque part. Puis que le premier film, même si à la fin, on nous disait que ça finissait par un rêve, ben c'était peut-être pas un rêve. On va avoir joué un petit peu avec cette idée-là. Mais ça va jouer dans la tête à Jesse, puis que lui, ben, il va se dire, bon, ben, il s'est passé des choses horribles dans la maison. Fait que, on va arriver à la nuit, puis Jesse a soif, fait qu'il va descendre en bas dans la cuisine, puis il va vouloir se servir quelque chose à boire. Puis là, il va remarquer qu'il y a quelqu'un dehors. Il va sortir dehors, puis finalement, ben, il va regarder dans sa maison pour voir qu'il y a quelqu'un dans son sous-sol, puis qui est en train de fouiller dans sa fournaise, puis qui ramasse quelque chose. Fait qu'il va retourner dans la maison, puis il va comme empêcher cette personne-là de sortir, puis finalement, ben, cette personne-là a déjà sorti. On va se rendre compte que c'était Freddy, ben, on s'en doutait, là. Freddy va dire que on va travailler ensemble quelque part, toi t'as le corps, puis moi j'ai la tête, puis tu sais, il va comme s'arracher là, le dessus de la tête, puis on va voir le cerveau. Tu sais, je veux dire, c'est un visuel là, qui est quand même assez pas pire, quelque part, j'aime bien ça. On va jouer dans la tête à Jesse. C'est une scène qui est quand même assez effrayante quand on regarde ça, tu sais, étant jeune, mettons, ben, tu sais, c'est sûr que peut-être que ces films-là m'ont joué dans la tête quelque part, mais tu descends dans la nuit, puis tout d'un coup tu vois quelqu'un dehors, puis je veux dire, on joue vraiment là, avec les idées d'horreur, parce que comme j'ai dit aussi, c'est pas un film qui va avoir beaucoup de morts, mais je veux dire, l'ambiance tout le temps de suspense, tout ça, je trouve que la mise en scène, je trouve, est bien fait quelque part, tout le suspense, là, on est toujours en haleine un peu. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Quand est-ce que Freddy va attaquer? Puis qu'est-ce qui va se passer? Puis surtout l'ambiance, je veux dire, je suis vraiment avec ce film-là jusqu'à maintenant. Alors, bien sûr, Jesse n'aura pas bien dormi par le restant de sa nuit. Fait que quelqu'un va se ramasser en classe le lendemain, ben, il va commencer à s'endormir. Il me semble que, je veux dire, cette scène-là, je trouve qu'elle a comme pas de sens tout à fait. Il va y avoir un serpent qui va avoir été pris par probablement un collègue de la classe, puis qui va avoir, il va l'avoir mis sur Jesse. Puis exactement, qu'est-ce qui se passe là-dedans, quelque part? Je pense qu'il faut comprendre que c'est un coup de Brady, mais je le sais pas exactement. C'est un petit peu n'importe quoi. Je pense qu'on voulait juste faire une petite scène d'horreur quelque part, mais ça n'a pas de sens tout à fait. Peut-être que le serpent veut dire autre chose aussi. Ça, c'est autre chose qui va dans la thématique. Mais au total, cette scène-là n'a comme pas rapport. Vraiment, même le professeur là, qui dit si, mettons, tu veux jouer avec des animaux, là, va au cirque. Je veux dire, ça n'a comme pas rapport. Tu as un serpent qui s'est échappé de son aquarium à quelque part, puis qui s'est ramassé dans la salle. Je veux dire, c'est comme un peu normal que l'étudiant il trippe pas tout à fait. Là. En tout cas, ça a comme pas rapport un dans l'autre. On va continuer un petit peu sur la relation de Lisa et de Jesse. Quelque part, Jesse va appeler Lisa.
ce qu'on peut comprendre, c'est que Jesse va comme peut-être s'inviter chez Lisa parce qu'il lui va vouloir sortir de la maison, mais on les avait donné l'idée que Jesse devait faire sa chambre assez bientôt parce qu'il vient d'aménager. Fait que il sera pas permis de sortir, puis il va devoir remonter dans sa chambre pour faire sa chambre avant de sortir. Puis là, ben, on va avoir un genre de montage assez rigolo ou sinon troublant quelque part de Jesse qui fait sa chambre. L'idée était supposément prise du film de Risky Business avec Tom Cruise, genre 2 ans avant. Mais si on regarde par la suite, il y a Lisa qui va arriver, puis elle se dit, regarde, je me suis dit, je vais m'en venir quelque part. Fait que, quelque part, Jessie voulait sortir de la maison, mais elle s'en venait aussi. Je veux dire, quelque part, elle va dire qu'elle s'est invitée, mais si c'est Jessie qui a appelé tantôt Lisa, puis que lui veut sortir, c'est invité, en tout cas, je veux dire, quelque part, il y a quelque chose là, dans l'écriture du scénario qui marche pas tout à fait. C'est là que Lisa, elle va aider Jessie à ranger sa chambre, puis qu'on va tomber sur le journal intime de Nancy Thompson, puis que, dans le fond, on va vraiment comprendre, si c'était pas assez clair que avec Grady tantôt qui parlait là, de les meurtres qui s'étaient passés dans cette maison-là, on va voir un peu, là, on va parler là, du personnage de Glenn qui était le chum à Nancy, que, dans le fond, qui était joué par Johnny Depp, juste pour se replacer. Il y avait cette histoire-là, puis que finalement, c'est quand même drôle la manière que c'est apporté. Je trouve que c'est bien fait, plutôt, la manière que c'est apporté, parce que Lisa va commencer à lire, puis après ça, Jesse va prendre le livre, puis il va continuer un peu à dire l'histoire, à lire le journal, puis tout d'un coup, il va commencer à lire sur Freddy, puis là, il va comme faire un lien avec qu'est-ce que Grady a dit un peu plus tôt. Puis là, il va comme un peu faire aussi le lien avec le rêve qu'il y a eu de Freddy. Fait que, on va le voir aussitôt qu'il va parler là, des griffes de Freddy, puis c'est là que tout d'un coup, on voit vraiment là, qu'il trouve pas plus ça drôle du tout. Puis en tout cas, je trouve que c'est quand même une scène qui est quand même un peu bien montée. En tout cas, c'est mieux que le montage vidéo ou musical là, qu'on avait eu juste avant. Fait qu'on va retourner la nuit, puis je trouve visuellement, quelque part, on n'arrête pas de dire qu'il fait chaud dans la maison, puis Jesse va se réveiller, puis on va voir qu'il y a ses lampes sur le côté de son lit qui ont toutes fondu. On va même voir un 33 tours qui est tout fondu aussi. Il va descendre dans le sous-sol de la maison, puis finalement, il va aller voir c'est quoi que Freddy avait pris dans le sous-sol, puis on va voir que c'est les gants. On l'avait vu dans le fond dans le premier film. Puis là, il faut comprendre que Freddy, c'est ça, son plan dans le fond, là, c'est que d'avoir Jesse qui va tuer pour lui, il va lui dire, essaye donc les gants, voir si ça te fait, puis après ça, tue pour moi. C'est quand même pas beaucoup, il n'y a pas d'action, rien, tout ça, mais juste dans le psychologique, puis la manière que c'est filmé, tout ça, je veux dire, j'aime quand même tout ce qui se passe à la nuit, et qu'à part, je trouve que c'est le ton est sombre, tout ça, puis ok, oui, peut-être aussi le fait qu'il y avait manqué de budget, tout ça, pour les éclairages, tout ça. Je trouve que tout est bien fait, quelque part. Moi, j'ai absolument rien à dire pour tout ce qu'on voit, puis même si ça devient comme un petit peu répétitif quand même, c'est comme tout le temps la prochaine étape, quelque part, puis on peut voir quand même ça avancer, puis j'ai pas nécessairement de problème avec ça, mais je veux dire, on prend vraiment notre temps à quelque part, c'est quand est-ce qu'il va se passer quelque chose, c'est pas vraiment là ma pensée quelque part, je veux dire, pour l'instant tout le ton, tout ça est quand même capable de me garder captivé au film. On voit quand même que la prochaine journée va quand même être un petit peu plus rapide, mais on va voir que les choses commencent à augmenter là, en fait là, de genre danger qui approche. Là. Je dirais peut-être que c'est la journée de trop, quelque part. Oui, ça va commencer où on va comprendre assez bien que Jesse il se pose vraiment là, des questions, là, parce que là, il commence à perdre un peu la réalité des choses. Mais aussi, on va nous mettre tout de suite en place là, qu'il va y avoir une soirée là, chez Lisa plus tard pendant le film, dans le fond. Puis on va même rajouter un petit peu là, de comédie où ce que Schneider va pogner encore Grady puis Jesse, puis qu'ils vont encore faire des push-ups là, parce qu'ils vont l'avoir traité là, ils ont quelque chose de travers là, dans son postérieur.
Fait que c'est juste un petit moment de comédie, mais tu sais, c'est juste c'est le même plan qu'on avait vu au début. Tu sais, on peut s'en rendre compte là, qu'ils sont rhabillés pareil comme au début du film. Ce qui me laisse penser que c'était juste quelque chose au montage qui ont joué avec, puis peut-être même pas quelque chose qui était scripté. C'est un petit peu trop, à mon avis, mais c'est tellement court qu'on peut pas vraiment en parler. Fait que Jessie rentre à la maison encore une fois. Puis on va parler là, de la chaleur dans la maison. Puis là, il va y avoir les perruches qui vont s'attaquer là, quelque part. Je trouve que ça a comme pas rapport tout à fait. La perruche qui va attaquer la famille au complet, puis que, tu sais, quelque part, oui, ça va un peu augmenter là, la tension avec Jesse et son père, tout ça, mais c'est non nécessaire à quelque part. Je pense qu'on aurait pu quasiment sauter à la nuit tout de suite. Où ce que Jesse a encore des chaleurs quelque part, puis il va se lever, puis il va commencer à pleuvoir dehors, puis là, il va s'en aller au bar Dawn's Place, là, dans le fond, c'est un bar gay, puis qu'il va avoir Schneider qui est là, il va avoir un caméo du producteur Robert Shea, que lui va être le barman, puis comme j'ai dit, Schneider, il voit Jesse au bar, puis il va dire OK, tu t'en viens avec moi à l'école, puis tu vas faire des tours du gymnase. Ça se tient pas comme idée. Puis là, je me dis, c'est-tu un rêve ou c'est la réalité? Quelque part, si c'est la réalité, ça marche pas tout à fait. Là, je veux dire, il va amener un élève la nuit à l'école. Je veux dire, si mettons, il est excité par Jesse quelque part, je veux dire, c'était dans le bar, il fallait qu'il fasse quelque chose, pas l'amener à l'école. C'est quand même assez étrange, un peu là, tout ce qu'on peut penser exactement là-dedans, là, mais en tout cas, j'ai pas vraiment envie là, d'embarquer là, dans les détails de ce que Schneider voulait faire exactement là, avec Jesse là, après tout ça. Faut comprendre par contre que Jesse, à quelque part, on ne sait pas si c'est lui qui va tuer Schneider, à quelque part. Puis c'est dans ces scènes-là qu'on va voir si, mettons, tu sais qu'il y avait Robert Englund qui n'était pas Freddy. Il y a juste vraiment un genre de 3 secondes, à quelque part, où Jesse va être dans les douches. Puis Schneider va être apporté, il va être tiré par des cordes à danser après avoir été attaqué là, par des balles. Peut-être que c'est de la poésie ou quelque chose de même, mais il se fait attaquer par des balles. Si on met ça en anglais, c'est des balls qui est des couilles, si on veut. Fait que il y a peut-être un genre là, de double sens là-dedans, quelque part. Mais en tout cas, il va être attiré là, dans les douches. Puis quand on va voir Freddy là, dans cette séquence-là, c'est pas Robert Englund. On peut voir que, je veux dire, c'est quelqu'un qui se promène carrément, là, juste qui s'en va vers Schneider. Puis, est-ce que, on voit bien que l'acteur, il bouge comme un Michael Myers, puis qu'il manque peut-être là, un peu de posture, un peu détendu, un peu comme que Robert Englund va faire. Puis c'est la scène qui a fait que le réalisateur a dit non, regarde, on va chercher Robert Englund. Puis c'était le bon choix à faire à quelque part. Mais ça, à part, en revenant vraiment au scénario, est-ce que c'est Jesse qui a vraiment tué Schneider? C'est ça que je pense qu'il faut comprendre quelque part. Rendu là parce que Jesse a le gars dans les mains. Comment il a fait pour l'amener quelque part, comment qu'on l'a pas vu, tout ça. Je veux dire, il faut quand même un peu s'enlever là, des questions de la tête, là, mais on va quand même pouvoir se demander, c'est-tu lui, c'est-tu Freddy qui sort de son corps, c'est Freddy, es-tu alentour, je veux dire, il peut-tu se promener quelque part, ou je pense que quelque part, c'est vraiment Jesse qui fait le meurtre, puis je veux dire, il est juste comme possédé par Jason, pas Jason, il est possédé par Freddy pendant le meurtre, puis après ça, ils font comme se doubler, dédoubler plutôt, puis il redevient Jesse, puis Freddy, il reste à part, il apprend son trou. Mais quelque part, le fouettage à la serviette sur les fesses de Schneider, je sais pas, c'est peut-être ce bout-là, ça n'a pas tout à fait rapport à quelque part. Je veux dire, à quelque part, il faut arriver au point où Jesse va arriver à griffer Freddy, mais si c'est Jesse qui a
tué Schneider, comment il a amené Schneider tiré par les cordes à danser quelque part, puis les balles, puis tout ça. Il y a des choses un peu qui peut quand même là, laisser le doute qu'il y a un Freddy qui est comme un fantôme quelque part, puis c'est pas Jesse le tueur. Ça reste quand même assez ambigu d'un côté. On peut quasiment dire n'importe quelle des théories peut être la bonne réponse. Fait que Jesse va partir de là, puis il va être ramassé par la police, il va être ramené à la maison. Fait que ce qui va comme un peu rajouter un peu la friction avec le père. Bon, ben, le père, lui, en quelque part, il va penser que Jesse prend des drogues, puis sa mère, ben, elle va penser juste qu'il y a un problème à quelque part, il est somnambule ou quelque chose de même. On va se ramasser à l'école, juste pour savoir, dans le fond, que Schneider a été tué, que ça confirme un peu ce qui s'est passé, mais quelque part, comment que ça s'est passé, ça, c'est ça qu'on n'est toujours pas certain. On va se ramasser rapidement la nuit encore, puis pendant que Jesse est couché, ben il y a encore il va entendre le gant qui gratte dans le fond de son tiroir. Puis il va aller dans la chambre à sa sœur pour voir qu'elle est en train de sauter la corde à danser. Puis ça va faire dans le fond juste un rappel avec les filles qui jouaient la corde à danser là, dans le premier film, puis qui chantaient la petite mélodie. 1, 2, 3, 1, 2, Freddy's coming for you. 3, 4, better lock your door. Tout ça. Fait que toute cette chose-là, elle revient. Mais je me dis, OK, c'est beau, cette mélodie-là revient, mais pourquoi que la mélodie de Freddy n'est pas revenue? Peut-être qu'il est revenu à quelque part là, dans le fond, mais en tout cas, je veux dire, je ne l'ai jamais vraiment remarqué là, pendant le film. Hein. Mais je me dis, dans la nuit suivante, Jesse il va manquer avoir tué sa fille, sa soeur. Puis je me dis, déjà là, il a tué quelqu'un. Pour l'instant, à quelque part, cette scène-là aurait dû être la nuit précédente rendue là. Puis peut-être qu'on aurait dû avoir Jesse qui va tuer quelqu'un d'autre, qui va tuer Brady, ou je sais pas, on aurait peut-être dû rajouter un personnage. L'amie à Lisa aussi, elle va revenir, elle va être encore vivante à la fin du film, mais je sais pas, on aurait pu ajouter un autre personnage. Peut-être qu'il aurait pu tuer ses parents, quelque chose de même, juste comme rajouter quelque part. Je trouve qu'à quelque part, là, on est comme un peu revenu dans l'ambiguïté un petit peu, qu'est-ce que Jesse doit faire, quelque chose de même, tout ça. Je sais pas, je trouve qu'à quelque part, on a perdu un peu quelque chose. Là. On essaie juste comme de continuer le film, puis on dirait que là, quand on s'est rendu au coach puis qu'on l'a tué, ben là, on cherche un petit peu à prolonger un peu le suspense, mais quelque part, on n'a plus rien. Peut-être la seule chose qu'on va avoir pour arriver à la fin du film, on va avoir Lisa qui va avoir fait son enquête là, sur Freddy Krueger, puis elle va amener Jesse à l'usine où Freddy travaillait, puis qu'il amenait les enfants, puis les tuer là. On va apprendre que Freddy a tué 20 enfants. Je sais pas si ça marche avec ce qu'ils ont dit dans le premier film. Mais en tout cas, c'est là où, dans le fond, c'est juste pour un peu mettre en place l'usine, puis avoir un lien pourquoi que Freddy amenait des gens dans une fonderie là, ou une usine là, dans le premier film. Alors, on est rendu au dernier acte du film. On est rendu au party chez Lisa. Il y a Jesse qui est là, il veut quitter, il se sent pas bien, tout ça, il sait qu'il dort plus, puis il sait que éventuellement Freddy va réapparaître. Lisa, elle va tenter de l'empêcher, puis finalement, une chose amène à une autre chose, puis finalement, ils vont commencer à s'embrasser, puis finalement, ils vont se prêter peut-être à faire l'amour, mais finalement, pendant qu'ils sont en train de se taponner, la langue à Jesse va s'avoir transformé en genre de gros serpent, quelque chose de même, là, une langue de Freddy, quelque chose de même. Il va comme commencer à se transformer en Freddy, peut-être. Puis évidemment, ce qui va se passer, c'est que il va vouloir tout de suite partir chez Grady. Moi, je me dis à quelque part,
Lisa, à quelque part, il donne des chances, à quelque part, là, elle va arriver, puis elle va dire qu'est-ce qui se passe, je veux dire, c'est sûr qu'elle va se sentir comme repousser quelque chose de même, tout ça. Pourquoi que Jesse, à quelque part, sa première réaction, c'est d'aller rejoindre Grady? Bon, peut-être que ça va avec la thématique du film, comme que j'ai parlé tantôt, mais, je veux dire, juste par logique des scénarios, quelque part, si, mettons, c'est pas ça qu'on voulait dire, qui était vraiment là, l'idée de départ que c'était pas vraiment pour parler d'homosexualité ou quelque chose de même, ça l'est pas, là, je veux dire, point de vue script, ça l'est pas, c'est pas pourquoi il s'en va chez Grady, là. Fait que je me dis à quelque part, pourquoi que, il a déjà beaucoup approché Lisa sur Freddy tout ça, mais pourquoi que quelque part il est pas allé jusqu'au bout rendu là, juste peut-être montrer sa langue tout d'un coup. Je comprends que c'est dégoûtant quelque part tout ça, mais je pense que c'est la personne qui est la mieux placée pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec Jesse. Puis là, ben, que sa réaction, c'est juste comme tout d'un coup courir chez Grady. C'est comme un peu bizarre comme réaction rendue là. Je suis pas mal persuadé que rendu là que Lisa, mettons qu'elle aurait vu la langue à Jessie, ben, que je pense que elle aurait tout de suite embarqué dans l'idée quelque part. OK, peut-être qu'elle n'est pas aussi physiquement forte que Grady, puis que si, mettons, Jesse qui aurait voulu se débattre, quelque chose de même, peut-être que Grady est plus en forme ou plus physiquement fort pour pouvoir tenir tête à Jesse s'il y avait besoin, mais en tout cas, je trouve ça quand même assez étrange comme choix de tout de suite partir chez Grady quand Lisa, elle avait déjà un pied dans la porte pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec Jesse. Alors, Jesse va se ramasser chez Grady. Puis c'est là où il va expliquer un peu, grosso modo, qu'est-ce qui se passe à Grady. Grady, il est supposé de prendre toute l'information de même, puis il prend ça pour du cash. Ça me dit un peu comment que Jesse est rentré. Bon, il est rentré peut-être par la même fenêtre qu'il va utiliser pour sortir à la fin de la scène. Mais que Grady n'a rien entendu. Puis on voit que Jesse va sauter carrément sur Grady. Je veux dire, à quelque part, Grady, je veux dire, pauvre lui, là, il doit se sentir quasiment plus agressé que d'autres choses. Peut-être que c'est ça qu'il voulait aussi, mais en tout cas, ça c'est autre chose. Alors, Jesse va comme peut-être un peu se permettre de s'endormir, mais il sait bien qu'à quelque part, il sait que Schneider, il s'est fait tuer par Freddy, puis que probablement que Schneider est encore plus imposant que Grady, fait que je sais pas, c'est comme pas correct tout à fait de leur côté, là. Jesse n'a pas pensé assez rapide. C'est sûr que lui, il cherche des solutions à quelque part, là, puis je veux dire, ça marche pas, là. Il a besoin de quelqu'un qui le surveille pendant qu'il dort, quelque chose de même, qui reprenne les forces ou quelque chose de même, il sait plus quoi faire. Mais d'aller voir Grady, c'est peut-être pas la meilleure affaire à faire. C'était peut-être mieux d'aller voir Lisa quelque part, mais Grady, je veux dire, c'est pas mieux, là, en bowling, c'est où est-ce que je veux en venir. Fait qu'il va s'endormir, puis que finalement, Grady, ben, il va dire voyons, t'as pas rapport, un peu la même affaire que Glenn avait fait là, dans le premier film, puis que lui, il va décider qu'il se retourne de bord, puis il se couche. Plus c'est à savoir si, mettons, c'est Grady qui a le temps de s'endormir, puis qu'on fait partie du rêve à Grady. Peut-être qu'au début, avec Schneider, peut-être que Schneider aussi il était endormi, puis c'est pour ça que Freddy a pu apparaître aussi. C'est toutes des choses qu'on ne sait pas exactement. On joue vraiment là, la ligne quelque part. On joue dans la zone grise de l'histoire, puis que est-ce que le monde sont endormis ou pas endormis quand Freddy apparaît, on ne sait pas tout à fait. Quand Grady ferme la lumière puis il se couche sur son dos, ben c'est là que Jesse s'active, il se réveille comme, puis il dit Grady, Freddy va sortir de moi, tout ça. Puis honnêtement, toute cette séquence-là, je trouve que c'est quand même bien fait pour l'époque. Il y a Freddy qui sort du corps de Jesse, tout ça. Puis honnêtement, j'aime quand même tout ça. Oui, ça paraît que c'est des prothèses, puis c'est toutes des choses qui ont été conçues, puis des masques, des affaires de même, là. Puis on les voit, les trucages, mais pour la générale, là, je veux dire, je trouve ça quand même assez réussi pour la totalité là, de la scène. Puis c'est finalement là que
Grady va mourir, il va avoir son père qui va cogner dans la porte à l'extérieur, puis il va comme être en train de cogner comme tout. Puis il réussira pas à défoncer la porte, mais les griffes à Freddy vont réussir à passer au travers de la porte. Je me dis que si c'est Jesse qui réussit à défoncer la porte avec les couteaux du gant, ben je me dis quelque part il y a genre des doigts d'acier. Je parle pas là, des couteaux, je parle vraiment de ses doigts là, quelque part qui réussit à passer au travers de la porte. Qu'il y en avait qui n'étaient pas comme capables de défoncer la porte, mais les couteaux réussissent à défoncer la porte. Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans, mais je veux dire, reste quand même efficace. L'acteur qui fait Grady, d'après ce que j'ai pu voir là, dans les documentaires, ben, je veux dire, il trouve ça quand même plate qu'il n'y ait pas eu vraiment comme toutes les prothèses qui ont été placées sur lui pour mourir, tout ça. Mais je trouve que la manière que c'est monté, moi, j'ai rien à dire à ça, quelque part. Je trouve que tout est bien correct comme meurtre. Puis le meurtre est très efficace, à quelque part. Encore une fois, je trouve que l'horreur, elle ressort très bien là, dans cette scène-là. Mais encore une fois, je vais répéter, on est à notre deuxième meurtre du film. On est rendu à 1 heure du film, puis on a 2 meurtres, puis c'est nos 2 seuls meurtres qu'on va avoir dans tout le film, qui reste quand même assez étrange comme choix. Fait que Jesse va retourner chez Lisa, puis il va être plein de sang, puis dans le fond, il va être convaincu que. Il fait comme comprendre, là, il y avait Freddy dans le miroir, tout ça, puis Jesse qui avait le gun à elle-même, tout ça. Fait qu'il faut comprendre que quelque part que c'est probablement Jesse qui l'a fait, mais contrôlé par Freddy. Là, la chaleur de la piscine, qu'il y a les saucisses qui brûlent, tout ça, dans le party dehors, tout ça, on sent qu'il y a quelque chose qui marche pas. Ça fait comme dans la maison à Jesse, puis on sait que comme que Freddy approche, il y a quelque chose qui marche pas. Jesse va commencer à se transformer en Freddy. Là, Lisa elle va y dire, dans le fond, pourquoi que Nancy elle a réussi à vaincre Freddy. C'est à cause que Freddy, les gens avaient peur de lui. C'est pour ça qu'il réussissait à avoir le pouvoir sur eux. Fait que, quelque part, Jesse va rester quand même dans Freddy, mais ultimement, Freddy va prendre la forme corporelle là, en sortant là, de Jesse. Il va avoir remplacé Jesse. Est-ce que c'est comme une illusion, quelque part? Parce que, ça reste toujours ambigu, pareil. Est-ce que nous autres, on voit Jesse, on voit Freddy, mais au fait, c'est Jesse, quelque part. Ça, c'est quelque chose là, qu'on pourrait tout débattre. On pourrait débattre à l'éternité là-dessus. On peut vraiment regarder ça dans les 2 sens. Freddy va se mettre à courir après Lisa dans la maison. Il y a quand même juste un petit plan qui est quand même un petit peu niaiseux où une fois il va se retourner de bord puis Freddy va comme l'attendre dans le couloir puis il va ramasser une assiette qui était juste dans le présentoir à côté puis il va la tirer à terre. Je veux dire, waouh, grosse menace. Mais quelque part, elle est comme en train d'essayer d'aller chercher Jesse dans le personnage de Freddy. Puis à quelque part, Jesse va réussir à sortir de Freddy. Puis juste à l'intérieur, quelque part, puis il va devenir un petit peu en conflit avec lui-même. Puis il va comme partir de là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas de problème, la générale, de tout comment que ça va. C'est un peu comme ça qu'on doit éliminer le personnage de Freddy parce qu'il y a pas, je pense pas qu'il y a une manière physique de le détruire. Il faut comme aller chercher la raison surnaturelle pour le tuer. Puis je veux dire, dans le fond, c'est comme quasiment une idée. Dans le fond, il est là à cause qu'on en a peur, puis on peut juste le détruire en arrêtant d'en avoir peur ou en arrêtant d'y croire. J'ai pas de problème avec le film jusqu'à maintenant. Parce que c'est là qu'un peu le problème du film vient apparent. On essaie là, de jouer avec l'horreur du film, mais là, Freddy va être reconcrétisé, puis il va se mettre à tuer tout le monde alentour de la piscine. Là, je veux dire, à quelque part, moi, je pense que j'ai jamais été en arrière de cette scène-là. Je trouve même pas ça épeurant du tout. Je trouve que même Freddy n'a pas de l'air épeurant. Il n'a pas de l'air à savoir quoi faire. Il y a un bout, je pense, qui est en train de tasser une chaise. Tu sais, je veux dire, c'est comme... C'est ridicule, là, honnêtement. Je veux dire, autant que j'aimais toute l'atmosphère du film, à cet endroit-là, je trouve qu'on vient de perdre nos pattes. Il y a comme plus rien. On dirait qu'on sait plus quoi faire exactement. Puis la menace n'est pas plus là.
Il va avoir par contre le plan où Freddy va arriver puis il va dire vous êtes tous mes enfants maintenant, tout ça, avec le feu en arrière. Ça, je veux dire, ça va rester quand même quelque chose là, qui va rester emblématique pour la série. Mais toute cette séquence-là, je veux dire, ça me dégoûte quasiment. Je veux dire, c'est pas à ça vraiment qu'on allait vers le film à quelque part. Oui, là, il y a peut-être des meurtres, mais tu sais, ça a comme pas rapport. On dirait qu'on va essayer de rattraper le temps perdu. Puis ça n'a pas rapport. Effectivement, il y a plus que 2 meurtres dans tout le film, mais cette séquence-là, pour moi, elle vaut tellement rien que je peux pas la compter. Tout ça réveille le père à Lisa, puis lui, il prend une carabine, puis il va arriver, il va sortir dehors, puis il va essayer là, de tirer Freddy. Est-ce qu'il a manqué son coup, puis c'était Jesse qui était là? Tu sais, il y a du surnaturel à quelque part. Jesse, il est où exactement? C'est tout ça. Est-ce que c'est symbolique? Dans le fond, il fait juste se sauver, quelque chose de même. On réussit pas à dire. C'est tout bien ambigu. C'est quelque chose que je reste un petit peu comme content, un peu que je trouve ça intéressant dans le film. Mais à quelque part, on sait pas comment clôturer la chose. Puis dans cette scène-là, ben ça fait comme quasiment tout se contredire parce que à quelque part, ça a quasiment pas le choix d'être Freddy, mais l'autre côté, si c'est Jesse, il y a comme personne qui a réussi à prendre le contrôle sur Jesse. Je veux dire, c'est pas un gars qui a l'air vraiment imposant. Oui, il y a un gant avec des couteaux dessus, mais que personne n'a pris une chaise puis pété sur la tête. Rendu là, je peux pas croire. Là. Fait que j'ai bien de la misère à croire que c'est Jesse qui pourrait être à la place de Freddy. Mais l'autre côté, Freddy qui tue tout du monde à l'entour d'une piscine, je trouve que c'est pas quelque chose qu'on devrait voir dans le film d'aujourd'hui. Puis, je veux dire, le film aurait dû quasiment terminer là, dans la cuisine, dans la maison. Alors, pour une raison X, Lisa, elle va partir à l'usine où Freddy travaillait. Elle va se dire que c'est là qu'il doit être. Pourquoi exactement qu'elle s'en va là? Je le sais pas, tu sais, à quelque part, on a fait mention que Freddy amenait Nancy là, mais je veux dire, tu sais, c'est quand même une autre histoire. Quelque part, pourquoi exactement c'est là? C'est la seule raison pourquoi je peux comprendre que c'est ça, mais ça veut pas dire qu'il s'en va là. Quelque part, il peut être retourné chez lui. À la maison sur Elm Street, rendu là. Ça s'appelle un cauchemar sur la rue Elm. À quelque part, c'est là que ça devrait se passer, pas là, à la fonderie. Mais ils ont trouvé cette fonderie-là, la fonderie abandonnée, puis ils se disent, bon, ben, on peut aller filmer là. Il y a des gens qui travaillaient, ben, les éclaireurs, puis les producteurs, tout ça, ils disent, bon, ben, on n'avait peut-être pas l'argent pour éclairer l'endroit, mais honnêtement, je trouve que toute l'ambiance là-dessus, je l'aime, l'ambiance qu'il y a, lugubre ou qui est d'horreur un peu, que peut-être Freddy peut apparaître de n'importe où, tout ça, je veux dire, j'aime ça, puis j'en parle depuis le début du podcast. Toute l'ambiance, j'ai rien à dire avec ça. C'est juste que là, elle arrive à l'usine, il va y avoir 2 chiens avec des visages humains, qui est pas très très beau à voir. Puis plus tard, ben, on va avoir un genre de rat géant qui va être encore moins beau à voir. Puis même Lisa, elle va halluciner. Là, Freddy l'avait mordu dans le mollet un peu plus tôt, puis elle va comme halluciner qu'il y a plein de moustiques là, qui se sont infectés là, sur sa morsure, tout ça. Puis c'est comme toutes des hallucinations, mais pourquoi exactement? Sont-ils dans un rêve? Ils sont pas dans un rêve? C'est tout est comme un peu mêlé là-dedans. Puis ça reste pas clair. On est rendu à la fin du film, on devrait avoir des réponses à quelque part. C'était quoi? Puis ils sont pas en train de nous donner des réponses, ils sont juste en train de nous mettre n'importe quoi, essayer de nous mettre de l'horreur, mais ça marche pas tout à fait. Surtout après ça, ben Freddy va se manifester, il va comme essayer de donner un coup de griffe à Lisa, puis finalement, ben elle va juste courir un peu sur la passerelle, puis ça va se terminer là, la poursuite. Ça va revenir à la même affaire qui s'est passée dans la cuisine, puis éventuellement, ben, Freddy va prendre en feu, il va fondre. Tout ça, le visuel là-dessus est quand même pas pire. C'est bien mieux là, que les 2 chiens à la porte, puis le rat. Le gars des effets spéciaux, il travaillait aussi sur Aliens en même temps, puis
il va l'avouer lui-même que peut-être qu'il était plus concentré à travailler sur Aliens que travailler sur le film à petit budget là, de les Griffes de la Nuit 2. Là, fait que je peux le comprendre aussi, mais quelque part, s'il n'est pas capable, trouve quelqu'un d'autre. Mais l'autre côté, je comprends quelque part. Fait que je ne m'astinerai pas là-dessus. Il y a des grosses chances que James Cameron a donné plus d'argent à la compagnie d'effets spéciaux que Robert Shea, puis je veux dire, on parle tout le temps d'argent quand on parle là, de New Line Cinema à cette époque-là. Fait que j'imagine que c'était un peu ça dans le temps. On a réussi à avoir des effets à prix pas trop cher. J'imagine que on a qu'est-ce qu'on paye pour. Mais c'est ça, on a un Freddy qui va fondre tout ça, puis finalement, on va retrouver Jesse au travers de ça. Est-ce que c'était lui quand même, ou c'est juste tout figuratif, ou je veux dire, c'est ça qu'on sait pas exactement rendu à la fin. Je pense que si on prend ça vraiment, que quand on voit Freddy est là, mais ça rentre quasiment en contradiction, je veux dire, avec les scènes où il y a Jesse qui voyait Freddy dans le miroir plus tôt, puis que Jesse a les mains en sang, puis il a le gant dans les mains, tout ça. Fait que, on n'a pas fait vraiment une belle manière là, de faire la conclusion du film. On va retourner, on va faire la même idée dans le fond qu'à la fin du premier film. On va terminer le film comme avec un rêve. Puis même le rêve, il va encore nous pousser encore plus des questions. Parce qu'en bout de ligne, si mettons c'était Freddy qui était rentré dans la tête de Jesse, puis c'était Jesse le meurtrier, même si c'était pas Jesse, c'était Freddy, là, mais quelque part, il devrait être interné pour un suivi mental. Là, quelque part, il y a quelque chose qui marche pas. Je veux dire, il devrait pas être en train d'aller à l'école le lendemain. Je pense qu'on aurait pu un peu arranger les choses en nous disant que, en nous parlant du coach Schneider qui était encore tannant à l'école ou quelque chose de même, comme nous placer un personnage qui est mort ou nous en parler. Là, il va y avoir l'ami Elisa qui va parler, là, hey, c'était tout un party hier, hein? Puis c'est comme, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, je me dis à quelque part, ils sont pas en train de retourner à l'école le lendemain, si mettons le party a vraiment viré au massacre, là, ou le lendemain, ou 2-3 jours après. Je peux pas croire qu'ils sont en train de prendre la bus puis rentrer à l'école de même après un massacre de même, puis qu'ils sont si heureux que ça. Mais l'autre côté, je pense qu'on aurait dû peut-être le mettre un petit peu plus évident, quelque part, que finalement c'était comme un rêve, quelque chose de même, puis les gens n'étaient pas morts, quelque chose de même, je le sais pas. On va nous laisser avec une ambiguïté, on va savoir que Freddy est encore là, parce que dans le fond, il va sortir comme du corps là, de l'ami Elisa. Puis je pense que c'est dans le fond, on a encore recyclé un plan du début du film pour terminer le film, puis qu'est-ce qui se passe après, tout ça. Je sais pas, je vois ça comme quand même une histoire isolée, pareil comme le premier film. Le premier film va avoir une suite au prochain podcast sur Freddy, mais je vois quand même qu'on essaie de faire un parallèle, on essaie de faire une histoire à part, tout ça. Je trouve que quand même, la manière qu'on finit le film, on est comme tout mêlé. Le premier film, on était un petit peu mêlé, mais il y avait à la fin, on comprenait quand même que c'était un rêve, puis que finalement, on n'était peut-être pas sorti du rêve. Là, c'était quoi exactement? C'était-tu un rêve? C'était pas un rêve? On est retourné dans un rêve. Je veux dire, il n'y a pas de sens. Une fois qu'on arrive à la conclusion, tout marche au début, puis là, tout d'un coup, on nous laisse comme... On savait pas exactement quoi faire pour finir le film. Fait qu'en conclusion, je trouve que quand même, vers la fin, là, on a vraiment perdu là, la direction du film. On savait pas comment terminer le film. Je trouve ça vraiment dommage, mais je trouve que pour la première heure du film... Moi, je veux dire, j'aime tout ce que je vois en bout de ligne. C'est vraiment juste le party là, alentour de la piscine. À partir de là, moi, je fermerais le film là. Je veux dire, à quelque part, je ferais une édition où on ferait que Freddy il sort. Je veux dire, parce qu'il se passe la même chose là, dans la cuisine avec Lisa, puis avec Freddy et Lisa qui sont dans l'usine. Fait que moi, je ferais comme une coupure à quelque part. Je suis certain qu'en fait de montage, ça pourrait faire de s'arranger pour que
on voit que Lisa finalement l'embrasse Freddy dans la cuisine, puis que finalement on saute tout de suite au générique à partir de là, parce que quand même le dernier 15 minutes du film, je trouve que ça chute ben raide, on sait pas quoi faire, on essaye là, de faire que Freddy devienne comme Jason, là, quelque part un tueur, mais même Jason, à ce temps-là, qui a jamais fait quelque chose de même, de juste rentrer, là, puis faire comme un Terminator, puis tuer plein de gens, tout ça. Je trouve que quelque part, on a essayé de faire quelque chose. Oui, des fois, il faut l'essayer pour voir que ça marche pas. Ça, je comprends ça, puis là, on l'a fait, puis ça a vraiment pas marché. Quelque part, j'ai jamais trouvé que cette partie-là du film était épeurante, quelque chose de même. Pourtant, toute la première heure du film, je trouve qu'ils ont tellement tout bien réussi que la fin laisse quand même, là, je trouve comme un petit peu saisi qu'on a terminé ça de même. Là, on savait vraiment pas quoi faire. Puis peut-être que avec quelques petites réécritures, qu'on aurait pu arranger ça, mais quelque part, on a voulu essayer de montrer qu'on avait un peu de budget, puis qu'on pouvait faire un petit peu plus de grandiose à la fin, mais ça marche tellement pas. Mais ça m'empêchera pas de quand même endosser le film. Je trouve que ce film-là se fait rentrer dedans pour rien. Je trouve que quelque part, il y a des belles choses dans ce film-là. Puis je trouve qu'il ne mérite pas non de se faire attaquer. Je comprends que le film qui va suivre la prochaine fois, le troisième film, est vu comme peut-être le meilleur de la série. Puis c'est peut-être ce que je vais dire du film, en tout cas, que je vais la réécouter. On va en reparler la prochaine fois. Mais pour le film d'aujourd'hui, je trouve qu'il se fait attaquer beaucoup pour quand même là, toutes les bonnes choses qu'il y a. Oui, ça tombe beaucoup en miettes à la fin, mais pour se rendre là, il y a vraiment là, une très bonne ambiance. La musique du film, toute l'ambiance totale, je trouve que fait quelque chose là, de quand même extraordinaire quand même là, dans le film. Il n'est pas nécessairement meilleur que le premier film, mais je trouve que qu'est-ce qu'on a fait là, pour le continuer, ça tombe quand même à une bonne suite, un petit peu inférieure, mais je suis quand même capable de rester en arrière du film d'aujourd'hui. Je trouve quand même ça le fun aussi, là, l'ambiguïté tout le long du film, là, de savoir si c'est Fred ou c'est Jesse qui est le meurtrier, tout ça. T'sais. Je trouve que c'est le fun pendant le film. C'est juste que vraiment, c'est le fun au film, mais au final, quand on arrive à la conclusion, je trouve que c'est ce qui fait un peu pour donner la fin. C'est ça qui est juste plate sur toute cette idée-là. Mais tu sais, les effets spéciaux, comme j'ai dit, à part peut-être les monstres de la fin, le chien puis le rat, je veux dire, ça c'était pas réussi, mais pour la générale, toutes les deux meurtres qu'on a eus, puis la transformation là, de Freddy là, dans la chambre à Grady, toutes ces choses-là, j'aime bien ça. Là, fait que tout ça fait que je suis quand même capable d'endosser le film. C'est juste que c'est pas un verre fort. Là, je veux dire, c'est un film que j'endosse, là, mais sans plus. Là, je peux pas dire que c'est le meilleur de tout jamais là, de tous les Freddy. Là. Je veux dire, il y a bien des meilleurs films là, que ça, mais ça reste un film il va être meilleur, mettons, là, que Vendredi 13-5, là, que j'ai parlé la dernière fois, que j'avais donné un jaune. Je veux dire, il y a quand même des belles choses aujourd'hui, puis on nous laisse quand même pas tomber, on essaye des choses, puis ça c'est des choses aussi que je suis quand même capable là, d'embarquer plus dans un film, on veut prendre des risques, puis on n'essaiera pas là, de juste être lâche puis essayer de juste retravailler la formule. On a pris des risques aujourd'hui, puis pour certaines affaires, on a réussi quand même si on s'est vraiment là, cassé la gueule à la fin. Là. Fait que c'est pas mal ça que j'ai à dire pour le film d'aujourd'hui. Dans le prochain film là, de cette rétrospective-là, qui sera pas nécessairement là, dans les prochaines semaines, mais qui va venir là, plus tard, on va parler là, du film de Vendredi 13-6, où ce qu'on va vraiment être embarqué, là, qu'on va vraiment là, arriver là, au sommet là, du personnage là, de Freddy, puis au personnage là, de Jason, dans le fond, où on va avoir comme
une année là, forte pour l'horreur, puis forte pour l'horreur comédie. C'est ça qu'on va parler au prochain podcast là, dans cette rétrospective-là. Entre-temps, n'oubliez pas de suivre Premier Visionnement sur Facebook ou sur Twitter. C'est là où je vais poster, dans le fond, le prochain épisode. Puis vous allez savoir quand est-ce qu'il est disponible. Mais d'ici le prochain épisode, 1, 2, je m'appelle Mathieu. 3, 4, je m'en vais avec ma grosse face. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.